Il y a des fusées qui sont constamment présentes, on les voit partout. Des lancements tous les quelques jours, des diffusions en direct, des explosions, des atterrissages et un balai de boosters. Et puis à la Falcon Heavy. La fusée la plus puissante du monde occidental en service. Du moins, tant que Starship n'est pas encore opérationnel. Et pourtant, on en entend étonnamment peu parler. Pas de lancement régulier, pas de présence constante, presque un silence total. Et c'est précisément cela qui soulève une question que l'on pose de plus en plus souvent. Où est passée la Falcon Heavy ? Le dernier vol de cette fusée a eu lieu en octobre 2024. La mission Europa Clipper, une sonde de la NASA qui doit arriver sur Europe, une lune de Jupiter, en 2030. Mission cool, mais depuis, silence radio. Aucun lancement, pas de grand spectacle, pas d'atterrissage de booster en duo. Et pour une fusée qui avait été annoncée comme un véritable bouleversement, ça paraît un peu étrange. Rappelons-nous brièvement de quoi il s'agit. Quand la Falcon Heavy a effectué son vol inaugural en 2018 et a envoyé une Tesla Roadster en direction de Mars, ce n'était pas simplement un lancement, c'était une déclaration. 3 premiers étages de Falcon 9 assemblés, plus de 60 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse, plus de 2200 tonnes de poussée au décollage. Une fusée qui sur le papier devait tout dominer. Et pourtant, elle ne vole aujourd'hui que très rarement. Elle devrait décoller 5 fois cette année, mais jusqu'à présent, en 8 années d'exploitation, elle n'a décollé que 11 fois au total. En moyenne donc, moins de 2 fois par an. Et pourquoi ? Commençons par les faits bruts. Regardons ce qu'est techniquement la Falcon Heavy. Elle est essentiellement basée sur 3 premiers étages de Falcon 9 assemblés ensemble. Cela signifie que la poussée au décollage est d'environ 2300 tonnes. La charge utile en orbite terrestre basse peut atteindre jusqu'à 3 tonnes, selon le nombre de boosters que l'on souhaite faire atterrir ou sacrifier. En orbite de transfert géostationnaire, la Falcon Heavy peut transporter environ 26 tonnes. Cela la place nettement au-dessus des lanceurs lourds classiques, comme l'Ariane 6, la Vulcan Centaur, la H3 japonaise ou la LV-M3 indienne. La Falcon Heavy joue donc dans une catégorie supérieure. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle finit même par remplacer la légendaire Delta IV Heavy qui a été définitivement retirée du service en 2024. Une fusée a disparu parce que la Falcon Heavy était moins chère et plus puissante. Et pourtant, il y a eu très peu de lancements. Et c'est là que cela devient stratégiquement intéressant. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la Falcon Heavy n'était que la prochaine étape logique après la Falcon 9. Ceci n'est que partiellement vrai. La vérité se trouve ailleurs. Elle réside dans ce qu'on appelle les lancements de sécurité nationale. Elle réside dans ce qu'on appelle les lancements de sécurité nationale. L'Air Force, puis plus tard la Space Force, avait besoin d'une fusée lourde capable de lancer de grands satellites de reconnaissance. Elle doit atteindre des orbites à haute énergie, transporter plusieurs charges utiles en même temps et surtout être certifiée et fiable. À l'époque, la Delta IV Heavy dominait ce marché. SpaceX voulait entrer sur ce marché. Et pour cela, il leur fallait immédiatement un lanceur lourd. Plutôt que de créer une nouvelle architecture, ils ont utilisé ce qu'ils avaient déjà. La Falcon 9. 3 d'entre elles assemblées, et voilà la Falcon Heavy. Une démarche pragmatique. Rapide, relativement peu coûteux, mais aussi un peu improvisé. Car techniquement, la Falcon Heavy n'est pas une toute nouvelle conception, c'est un compromis. Mais la simplicité apparente a un prix caché. 3 propulseurs semblent simples, mais ce n'est pas le cas. Car soudain, de nouveaux problèmes apparaissent. Des charges aérodynamiques massives, des séparations complexes, la synchronisation de 27 moteurs. En plus, des modifications structurelles. Et surtout, la Falcon Heavy est certes puissante, mais elle n'est pas beaucoup plus efficace que plusieurs lancements individuels de Falcon 9. Lorsque la Falcon Heavy a été planifiée, on pensait que les gros satellites nécessitaient de grosses fusées. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Mais ensuite, quelque chose s'est produit, déclenché par SpaceX lui-même. Les satellites sont devenus plus petits, des constellations sont apparues, et tout cela a été lancé par Starlink. Soudain, il est devenu plus attractif de lancer de nombreux petits satellites avec de nombreux lancements Falcon 9 bon marché, plutôt que de tout mettre sur une grosse fusée. Le Pentagone a reconnu le potentiel de développer des systèmes plus résilients et plus redondants, et ils l'ont fait. Cela a automatiquement réduit le marché pour les lanceurs lourds. La Falcon Heavy est devenue victime de son propre succès. Cependant, la fusée n'est pas morte.
Les missions prévues cette année comprennent 2 missions d'alunissage pour Astrobotic, de télescope spatial Nancy Grace Roman et 2 lancements secrets pour le Pentagone. Je vais essayer de toutes les diffuser en direct. Ce sont exactement ces missions qui nécessitent une énergie et une charge utile extrême. Et maintenant, voici la grande question. Si la Falcon Heavy vole si rarement, était-ce alors un détour, une solution temporaire, une diversion stratégique sur la route vers le Starship? Car pendant que nous parlons, SpaceX développe déjà quelque chose qui doit rendre la Falcon Heavy pratiquement obsolète. La Starship. Quand on regarde aujourd'hui la Falcon Heavy, elle ressemble presque à une relique d'une période de transition. 3 boosters Falcon 9 couplés ensemble, une poussée de lancement gigantesque, des atterrissages de boosters latéraux en formation. Spectaculaire, mais d'une certaine manière aussi d'une autre époque. Et c'est exactement ce qu'elle est. La Falcon Heavy n'a pas été créée parce que SpaceX voulait absolument construire la fusée commerciale la plus puissante du monde. Elle est née d'une nécessité stratégique. Au début des années 2010, SpaceX avait un objectif clair: entrer sur le marché des satellites gouvernementaux et militaires lourds et y défier United Launch Alliance. À l'époque, la Delta IV Heavy dominait presque seule ce secteur. Elle était fiable mais extrêmement coûteuse. Parfois plus de 400 millions de dollars par lancement. SpaceX savait que tant qu'il n'offrirait pas de lanceurs lourds, les gros contrats de sécurité nationale resteraient inaccessibles. C'est pour cela que la Falcon Heavy a été développée. Pas pour Mars, pas pour le prestige, mais pour des parts de marché. L'idée était plutôt intelligente. Pourquoi créer une nouvelle fusée si on peut assembler 3 premiers étages de Falcon 9? Cela promettait des coûts de développement réduits, l'utilisation de lignes de production existantes, une certification plus rapide et d'énormes synergies. Du moins sur le papier. En réalité, il s'est vite avéré que contrôler 3 boosters en même temps, c'est pas simplement faire plus de la même chose. Les charges structurelles, l'aérodynamique et le comportement vibratoire sont soudain devenus très complexes. Elon Musk a lui-même déclaré plus tard, en substance, « La Falcon Heavy a été bien plus difficile que prévu. Son développement a donc duré des années. » En 2018, c'est enfin le grand moment, le premier vol. Au lieu d'un satellite factice, SpaceX a envoyé une Tesla Roadster rouge dans l'espace, sur une orbite héliocentrique qui croise à la fois l'orbite de la Terre et celle de Mars. D'un point de vue technique, c'était totalement inutile. D'un point de vue marketing, c'était génial. Soudainement, la Falcon Heavy est devenue mondialement connue comme un symbole de SpaceX. Et en même temps, la preuve que les lanceurs lourds privés fonctionnent. La véritable percée est cependant venue plus tard. La Falcon Heavy a été certifiée pour le programme de lancements spatiaux pour la sécurité nationale. Cela signifiait des satellites de communication militaire, des missions de reconnaissance secrète et des charges utiles stratégiques des États-Unis. C'est là que résidait la logique économique. Car ces missions exigent souvent des orbites à haute énergie, une insertion géostationnaire directe, une masse élevée et une fiabilité maximale. La Falcon 9 seule ne suffisait parfois pas pour cela. Et c'est là un point que beaucoup négligent. La Falcon Heavy a forcé SpaceX à développer des technologies qui sont ensuite devenues importantes pour Starship. Synchronisation des moteurs, contrôle de vol complexe de plusieurs modules, opération de récupération parallèle et planification de missions de lancement lourd. On pourrait donc dire que la Falcon Heavy a été un terrain d'entraînement pour apprendre à penser en termes de très grosses fusées. Ici, un paradoxe économique se crée, ce qui rend la chose encore plus intéressante. La Falcon Heavy est techniquement aboutie, impressionnante mais économiquement étrange. La réalité est qu'elle effectue relativement peu de vols par an, qu'elle implique une grande complexité logistique, sacrifie souvent les tâches principales et dispose d'une clientèle limitée. Cela signifie qu'elle n'est probablement pas la fusée la plus rentable du portefeuille de SpaceX, mais elle joue un rôle stratégique. Elle permet à SpaceX de rester sur le marché des lanceurs lourds jusqu'à l'arrivée de Starship. Pour situer la Falcon Heavy, il faut d'abord clarifier un point. Elle évolue dans une catégorie étonnamment petite. Il n'existe pas beaucoup de fusées super lourdes, et encore moins qui volent régulièrement. Regardons donc les chiffres de façon objective. Pas en kilonewtons, mais dans une unité que tout le monde comprend immédiatement, des tonnes de charge utile et des tonnes de poussée. La Falcon Heavy offre 2300 tonnes de poussée au décollage et peut placer 63 tonnes en orbite basse, uniquement en mode consommable. Donc de façon réaliste, en mode réutilisable,
C'est plutôt autour de 30 tonnes. Cela en fait actuellement la fusée commerciale opérationnelle la plus puissante du monde. Et le point essentiel, elle fait atterrir ses propulseurs, du moins en partie. En général, les 2 propulseurs latéraux atterrissent. Cela signifie qu'une partie importante de la fusée peut être réutilisée après le vol, même si l'étage central est souvent perdu dans l'opération. Si l'on compare la Falcon Heavy au niveau international, il devient vite évident à quel point sa position est inhabituelle. L'Ariane 6 européenne atteint, selon la version, environ 10 à 20 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et reste ainsi nettement en dessous de la Falcon Heavy, tant en termes de poussée que de performance. Elle est principalement conçue pour la fiabilité et les missions institutionnelles. Le Vulcan de Luela, avec ses 27 tonnes de charge utile en orbite basse, cible surtout le marché gouvernemental américain et se rapproche davantage de la Falcon 9 que de la Heavy. La H3 du Japon et la LVM3 de l'Inde se situent clairement dans le segment intermédiaire avec une charge utile d'environ 7 à 10 tonnes. Même le lanceur opérationnel le plus puissant de la Chine actuellement, la Longue March 5, atteint certes environ 25 tonnes en orbite terrestre basse, mais reste également en dessous du niveau de la Falcon Heavy. En résumé, malgré son nombre relativement faible de lancements, la Falcon Heavy n'a actuellement pratiquement aucune concurrence directe sur le marché opérationnel. Elle reste une classe de charge utile intermédiaire entre les fusées lourdes classiques et la prochaine génération comme Starship. On pourrait dire que la prédécesseur spirituelle est la Delta IV Heavy. Et maintenant, voici la comparaison la plus importante de toutes. La Delta IV Heavy a été, pendant de nombreuses années, pratiquement le seul lanceur lourd en Occident. Et ils se sont fait grassement payer pour cette position de monopole. Elle offrait environ 2000 tonnes de poussée au décollage et environ 28 tonnes de charge utile en orbite basse. Techniquement impressionnant, mais économiquement un véritable cauchemar. Un lancement coûtait plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est exactement là que la Falcon Heavy est entrée en jeu. Elle offrait plus de charge utile, des prix nettement plus bas et une réutilisation partielle. Ce dernier point était au début plutôt une épine dans le pied des militaires, car ils n'étaient pas encore sûrs s'il s'agissait simplement d'un gadget ou si cela fonctionnait vraiment. Mais il est vite devenu évident. SpaceX a maîtrisé la réutilisation des boosters Falcon. Le résultat était brutal. La Delta IV Heavy a été retirée du service. À ce stade, une question se pose. Pourquoi le marché reste-t-il si restreint? La vérité toute simple, c'est qu'il n'y a pas tant de charges utiles qui nécessitent vraiment la Falcon Heavy. La plupart des satellites peuvent être lancés sans problème par Falcon 9, Ariane 6 ou Vulcan. Les missions lourdes sont des cas particuliers. Elles sont intéressantes seulement dans de rares cas. Il y a les grands satellites militaires, les missions interplanétaires, les transferts vers l'orbite de transfert géostationnaire à haute énergie et les très grandes sondes scientifiques. Et c'est précisément pour cette raison que la Falcon Heavy vole relativement rarement. C'est pas un produit de masse, c'est un outil spécialisé. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue stratégique? Si l'on regarde le marché mondial, le tableau ressemble à ceci. La Falcon 9 domine le segment du marché de masse. La Falcon Heavy couvre les rares missions extrêmement lourdes. D'autres fournisseurs tentent de rattraper leur retard, mais aucun ne combine à ce jour une capacité de lancement lourd et une exploitation à grande échelle à cette échelle. Cela conduit à un résultat paradoxal. La Falcon Heavy n'a pratiquement pas de concurrence sur le plan technique, mais la demande reste elle aussi limitée sur le plan économique. Les critiques avancent précisément cet argument lorsqu'ils affirment que le développement de ce lanceur était ou est une erreur. Aucun chiffre précis sur les coûts de développement n'a été rendu public. Cependant, on estime que SpaceX a investi plusieurs centaines de millions de dollars, voire un peu plus d'1 milliard, dans le développement, les tests et l'infrastructure. Pour l'industrie spatiale, c'est étonnamment peu. À titre de comparaison, le SLS se situe autour de 30 milliards. Et rien que le maintien de la Delta IV Heavy coûtait au Pentagone un demi-milliard de dollars par an. La Falcon Heavy offrait donc une solution relativement économique pour un besoin de lancement lourd. Voici maintenant un point dont on parle rarement. Un programme de fusée ne coûte pas seulement en développement, mais aussi en entretien. Pour la Falcon Heavy, cela implique une intégration spéciale, la disponibilité simultanée de 3 propulseurs, des campagnes de lancement plus complexes et des certifications militaires supplémentaires. C'est justement pour cela qu'elle ne vole pas en continu. La capacité reste active, mais les vols heavy ne sont pas constants. Observons objectivement les vols. À ce jour, il n'y a qu'un nombre relativement restreint de missions Falcon Heavy.
Beaucoup d'entre elles sont pour la Force spatiale américaine, le National Reconnaissance Office ou des sondes de la NASA. Ce sont des missions à prix élevé. Un seul lancement EVI peut rapporter entre 120 et 300 millions de dollars selon le client et la mission. Parfois nettement plus pour les contrats gouvernementaux. Cela semble beaucoup, mais c'est encore moins que le demi-milliard de dollars du prix de lancement de la Delta IV Heavy. C'est donc une aubaine pour le Pentagone. Si l'on fait un calcul approximatif, plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur toute la durée de vie sont tout à fait plausibles. Mais la Falcon Heavy n'est pas une machine à cash comme la Falcon 9. Si l'on regarde le rythme actuel des vols, l'image est claire. La Falcon Heavy ne réalise que quelques missions par an. Si Starship devient opérationnel comme prévu, cela pourrait signifier que la Falcon Heavy restera active encore quelques années, jusqu'à ce que Starship soit entièrement certifié. Surtout pour les missions gouvernementales. Mais même celle-ci pourrait être réaffectée, c'est pourquoi je pense que SpaceX se coordonnera avec le Pentagone et mettra fin à ce programme de manière très soudaine. De façon réaliste, au début des années 2030, la raison d'être commencera sérieusement à vaciller. Et voici l'ironie, Falcon Heavy est techniquement l'une des fusées les plus puissantes au monde. Mais elle n'a jamais été conçue comme un produit principal à long terme. C'est plutôt une étape stratégique intermédiaire et une réponse aux conditions du marché. Mais aussi un filet de sécurité, jusqu'à ce que Starship soit prêt. Après tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent, une question centrale se pose. La Falcon Heavy est-elle déjà un modèle en fin de vie, ou sa phase la plus importante est-elle peut-être encore à venir? Starship projette ici une ombre immense, car, du moins sur le papier, Starship est censé tout faire mieux. Une charge utile nettement plus élevée, une réutilisation complète, des coûts de lancement drastiquement réduits et des missions vers la Lune et Mars. Si ce système devient vraiment opérationnel, il va transformer tout le marché. Et alors la question se pose automatiquement, pourquoi quelqu'un réserverait-il encore une Falcon Heavy? Si les cadences de vol prévues avec Starship sont même seulement approchées, alors le Pentagone changera de système. Et voici la véritable conclusion. La Falcon Heavy n'est pas rare parce qu'elle a échoué. Elle est rare parce que SpaceX n'en a jamais eu besoin comme produit de masse. Elle remplit une niche stratégique très spécifique, et c'est précisément pour cette raison qu'elle ne vole que lorsqu'aucune autre fusée ne peut accomplir exactement cette tâche. Et où en est-elle maintenant? La réponse à cette question est elle n'a pas disparu. Au total, 19 missions sont prévues dans les carnets de commandes jusqu'en 2032. En juillet, elle lancera la mission Griffin d'astrobotique vers la Lune. La deuxième mission Griffin est prévue pour le 4e trimestre de cette année. En septembre, le télescope spatial Nancy Grace Roman sera lancé. Il n'y a pas encore de date pour les missions de la Space Force, la Falcon Heavy sera également utilisée pour Artemis. Elle transportera notamment 2 modules Gateway et plusieurs missions de ravitaillement Dragon XL vers la Lune. Et une autre mission très cool est Dragonfly, l'hélicoptère de la NASA qui sera envoyé en 2028 sur Titan, la lune de Saturne. Le lien vers une vidéo à ce sujet se trouve ci-dessous. Et ainsi, la boucle est bouclée. La Falcon Heavy n'a jamais été conçue pour voler en permanence. Elle était destinée à combler le fossé entre l'ancienne et la nouvelle exploration spatiale. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Je m'appelle Serwan et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé. Pera Spera, Ad Astra. Oups. Je me suis mouillé.